Nous allons démarrer, donc on a la chance d'avoir Jean-Paul Poncelet. Jean-Paul, c'est un ami maintenant de très longue date. Jean-Paul, il était encore à Areva quand on s'est connus, parce qu'il a été conseiller spécial à Areva. Il a été ensuite directeur général de Foratom, mais avant, il a été ministre de la Défense et de l'Énergie en Belgique et vice-premier ministre, s'il vous plaît. Donc c'est un grand monsieur, en plus très sympathique. Pas toujours accessible, hein, les ministres, mais lui, si. Et puis il va animer cette table ronde, il connaît très bien le sujet, il connaît bien la finance, il connaît bien le marché européen. C'est un de ceux qui pensent qu'il faut absolument le réformer et que c'est un préalable. Alors là-dessus, on a une petite nuance, évidemment, parce que si on attend ça, on n'est pas prêt de financer nos centrales. Donc je vais lui laisser la parole tout de suite et je laisse présenter ses invités. Merci Claude, bonjour à tous. Good morning everyone, it's very nice to have you back with us for the next step of the discussions this morning. And I would like to express a special thanks to those... Je ne serai pas très long. Let me express a special thanks to those who are watching us on the screen somewhere lost in the cloud online. Is it okay for you? I do not plan to use much of your precious time introducing the topics today. We have plenty of high-level speakers, and I want to give them as much time as possible to express their point of view. Claude Fischer et les organisateurs nous ont préparé un avant-midi très chargé. Nous avons déjà 5 minutes de retard. Nous allons donc devoir être fidèles au programme. L'avantage, c'est que le programme en question nous permet d'aborder des sujets très précis. Et donc, nous n'allons pas nous perdre dans des généralités. Alors, voici comment je vois les choses. Comme l'a dit Louis Gallois hier, il va falloir investir massivement en Europe pour produire beaucoup plus d'électricité, jusqu'à 2 fois plus qu'aujourd'hui. L'électricité nucléaire, pour de nombreuses raisons évoquées par ailleurs, et ce n'est pas notre propos ce matin, elle peut répondre à une partie de cet enjeu. C'est une technologie du temps long, de l'ordre du siècle, si on inclut la conception, la mise en œuvre et le démantèlement, et on ne voit pas comment, là je m'avance un peu, on ne voit pas comment les seuls mécanismes du marché, par nature myope, vont pouvoir à la fois mobiliser les ressources financières en capital nécessaires et couvrir les primes de risque associées à la volatilité des prix ou à l'anarchie des politiques publiques. On persiste en effet à appeler un marché un système qui ne fonctionne plus que par des subventions de tous ordres, des taux d'intérêt négatifs, imaginez, des taux d'intérêt négatifs, des choix politiques qui, selon les cas, favorisent ou bannissent certaines technologies. Une espèce de marchandisation, c'est le terme qui convient, qui dans certaines circonstances conduit même, souvenez-vous, à des prix de l'électricité négatifs. Donc nous allons d'abord examiner ce qu'est aujourd'hui le marché de l'électricité en Europe, puisqu'on continue à l'appeler le marché. Comme vous le savez, il découle des réformes qui ont été entreprises au siècle dernier, en parallèle avec les déréglementations dans tous les secteurs de l'économie. Alors, j'ai l'habitude de dire à ce moment-ci que je plaide coupable, puisque j'ai été moi-même, dans mon pays, l'instigateur de la transposition en droit national des dispositions qui nous ont amenés ici aujourd'hui. Donc, je plaide coupable, j'évoque des circonstances atténuantes, donc j'espère que vous serez magnanime. Et les circonstances atténuantes, c'est évidemment le changement fondamental des circonstances en 25 ans, avec de nouvelles préoccupations, et puis peut-être un peu aussi l'erreur que chacun peut commettre. Mais voilà, je pense que je devais le dire. Mais enfin, les réformes postulent évidemment une réponse implicite ou explicite à la question de la nature de l'électricité, déjà évoquée hier, une commodité, une ville marchandise ou un bien public. We are going to listen to 2 speakers this morning, Michel Berthélemy, nuclear analyst with the Nuclear Energy Agency of the OECD in Paris, on the one side, and Frank Rubanovic, the president of the Association of Large French Industrial and Tertiary Consumers of Electricity and Gas. Gentlemen, I'm happy to welcome you
And I would like to remind you, as well as the others in the course of the day, of your time constraints today. Please strictly limit your time to 20 minutes maximum, 20 minutes each maximum, at least for the two of you, because it is my sad duty today to be the referee and, in case of, play the bad guy to get sure that you shut up. So don't worry, I'm going to warn you if we would enter in this dangerous part of the day. We have 45 minutes to allocate to these preliminary statements and analysis before moving afterwards to the issue of the EU taxonomy. Donc, la tribune est à vous deux. Je vais successivement donner la parole à Michel Barthélémy et puis à Barthélémy et à son collègue juste après. Donc, si vous voulez bien, j'ouvre mon horloge. Thank you very much, Jean-Paul. Good morning to all. My pleasure to be here. I would like to start by thanking Claude for once again organizing a very rich program for the Entretien Européen. It's always a pleasure for the NEA to be part of this important conversation. So I've been asked today to tackle a very hot topic on electricity market reforms. But I will start by saying that what we are saying in the headlines today very much relate to short-term commodity crisis. And so what is being discussed is short-term solution patches to deal with this crisis. But what we are interested in today is much more related to the structural reforms that are needed if we want to keep some form of electricity markets that would help us to deliver our long-term decarbonization objectives. But having said that, of course, we also need to keep in mind that whenever we have a crisis, we should also use it as an opportunity to actually start thinking and accelerating these structural reforms. I'd like to set the frame on nuclear financing by pointing to the fact that when we think about nuclear, we are not talking about the commodity. We are very much talking about a structural infrastructure, and it's paramount that we keep that in mind when we start a conversation on financing, in particular because it means that inevitably you're going to need to have some strong linkages between the public and the private sector. So compared to what has been said yesterday, it's not so much that at some point nuclear is going to be a political choice, it's also that it is a strategic infrastructure, and as such, you're going to need these strong linkages between the public and private sectors, and so as we discuss nuclear financing, we need to keep that in mind. Second point to set the frame, if you need to know one thing about the economics of nuclear power, it's that there is almost a linear relationship between the cost of capital and the levelized cost of nuclear electricity. You can see it on this graph here. You can see how much the levelized cost rises and how much of that is driven by the financial cost as we increase the cost of capital. What goes into the cost of capital, like with any other part of the economy, it reflects risk allocation and mitigation decision. And so the financial framework is going to be first and foremost how we allocate and mitigate this risk among the different stakeholders, with industry, with the state, with final consumers. And there, just to dig a little deeper, there are a range of risk categories. But we can, I think, at this point of time, focus on two of them. There is a market risk, and there is a dark question as to how the electricity market can help to deal with this risk and what sort of policy interventions are needed. And then there is the construction risk. And the thing which is very counterintuitive and very hard for policymakers to grasp and then to deliver to the general public is that because making the construction risk carried out by industry has such an impact on the cost of capital, ultimately it is in the interest of the final consumers that this construction risk is allocated
between them, between the government, and between the industry. Doesn't mean that all the risk has to shift away from the industry, but we really need to think about the right balance and the fact that ultimately the fact that the final consumers carry some of the final consumer risk is in their own interest. So with this general frame, let me focus on how to tackle the electricity market. And here there is a big elephant in the room, is that somehow people think that the market or how we are investing in our electricity capacity today. The fact is, it is not the case today, it was not the case today, and it's not going to be the case tomorrow. You can see it on this graph, what has been triggering investment in EU capacity. Up to the early 2000s, up to when Jean-Paul became minister, we had a regulated market, and this was these regulated tariffs that were triggering investment. Then in the early 2000s, we had a bit of an interlude. We had the dash for gas, and we built a lot of combined cycle gas turbine. But then quickly after that, we moved to renewable support mechanism and so on. And today, we're back to a situation where more than 80% of the investment in the electricity market are triggered by some form of regulation and not by the market. So the question then becomes, what role for the markets? The markets remain very important for, organizing the dispatch of the electricity, organizing the trade, the flow of electricity, but it will probably not be sufficient for supporting investment in future capacity. And the next point I want to underline is this is a problem which actually is going to rise as we increase the share of viable renewables. I think at the previous Entretien Européen, I already had the opportunity to discuss some of our work at NEA on system cost, which essentially looked at the cost not only at the plant level, but at the system level to reach higher share of viable renewable in the electricity mix. And there's a couple of important insights from this work. The first one that you can see here is the fact that with higher share of viable renewable, the volatility of electricity prices is going to increase significantly because you're going to have period with excess electricity, and so the prices are going to collapse to zero or even negative. And conversely, you're going to have a period of deep scarcity, and so the prices are going to skyrocket. And this is what you see on the right-hand side here with the price distribution curve, and you can see as we move to higher share of renewable, the curve is very much distorted. And with higher volatility, it means higher uncertainty, and then this will have ultimately a very significant impact on investment cost and risk to capacity adequacy. So ultimately, as we move to a higher share of renewables, our electricity market, as they are today, are going to be increasingly unfit to tackle this higher share of viable renewables. Second, it's also a case for the viable. There's also an intrinsic problem for the viable renewables themselves, and that's to do with the fact that because they have a strong autocorrelation of productions, it means that the market value, how much electricity they can derive from the electricity market, is negatively correlated with the share in the mix. Put it in other words, the more renewable you have in the electricity market, the less they can derive revenue from this market. And obviously this is absolutely key to understand the challenges that electricity markets are facing today and will be facing tomorrow, but yet it is a point that again and again we see that policymakers are struggling to grasp. So that's also the other reason that we need to think about electricity market reform. So it's not only because we see a challenge with nuclear, it's also because we will see a challenge with variable renewable, and so we really need to think about it in a holistic manner. How can we reform electricity market so that we can integrate higher share of variable renewables and nuclear power? Which brings me to what is my last slide.
where I raise questions more than give answers, because we need to remain humble to the fact this is a very complex debate, which is only at this early stage, I would say. The point I want to make here is when we think about structural reforms, we can organize them in 3 blocks. There is what I would call the status quo, which is a bit what they've done in the UK for Hinkley Point C. You have contract for difference, you have the CO2 prices. It worked for Hinkley Point C. The outcome wasn't very good in terms of cost of capital. There's a question as to whether you can do it again, but that's the situation today. Another line of thinking would say, we have issue with markets, but that's because our markets are incomplete, so we need more market to fix the market. It's still a very dominant line of thinking. I think, when we think about what's happening in Belgium today with a capacity market, that's a bit where things are heading. The question is, will such an approach make sense for nuclear power? And here I think we can have strong doubts. Then we have more significant reforms, which means thinking about regulated approaches, not for the day-to-day operation of the market, but for triggering these investments. And here comes a range of options. We often hear about the RAB model in the UK, the regulated asset-based model, but there's many ways to which this can be implemented and also complemented with other schemes, in particular with Pratt's guarantee schemes. So you can really think, for instance, about having a RAB working with a contract for difference and other schemes. And it's a bit of a paradigm shift for the way we've been thinking about the electricity market for some time now. But if we think about other large infrastructure projects, it's in effect how most of them are being financed today. So really, there is a lot of merit to that, and we really need to increase this conversation, drawing on the example of what's happening in the UK, but also thinking how it will, in practical terms, apply to the EU situation. The last point I want to make on this slide is, this market reform are complementary among themselves, but they also be complementary with the form of financing framework we will have, and in particular with the roles that government will play in that matter. There is indeed the issue of this sustainable taxonomy that will be addressed later. At some point, we can have RAB models that attract private investors, but if we don't have a sustainable taxonomy that includes nuclear, things won't happen. And similarly, government direct support, being in terms of debt, being in terms of direct investment, equity investment in project, or being in terms of guarantees, will also be key to make sure that some private players will be willing to invest in nuclear power. So in a nutshell, there is no silver bullet, and really we need to think about tailored package that will combine these different options and really think about them as clearly addressing policy objectives and then thinking about implementation. I'll finish just by pointing to the fact that this is an active topic for us at NEA. We've had a number of events. Some of you participated to them this year, and mentioned that we'll be having a high-level conference in Warsaw in the fall. It will be virtual, but in spirit we will be in Warsaw with Mr. Kortika, and then we'll be looking at publishing a flagship NEA report in the spring 2022. So with that, I hope I wasn't too long, and I look forward to the discussion. Merci Michel, je vais continuer en français, puis nous sommes quand même finalement tous les trois francophones. Donc Franck, c'est à vous, si vous voulez bien nous donner votre point de vue, et puis je me permettrai de stimuler une petite discussion entre nous. Je veux dire entre vous. Bonjour à tous. Je suis ravi de représenter la voix des consommateurs dans ce débat absolument fondamental qui est celui de l'énergie. Je ne sais pas si les consommateurs sont souvent invités, mais je pense que, voilà, en tout cas de notre point de vue, on est vraiment très heureux de participer.
Je ne sais pas si les slides seront affichés. Enfin, je vais commencer en attendant, ce n'est pas très grave. Voilà. Voilà, parfait. Alors, en 2 mots, le clé, nous représentons de grands consommateurs français dans tous les domaines, hein, que ce soit le ferroviaire avec la SNCF, avec la poste, l'hôtellerie, la sidérurgie, les distributeurs d'eau, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, mais des consommateurs qui peuvent à la fois être électro-intensifs ou pas, à la fois industriels et tertiaires. Voilà. Je voulais commencer par 2 exemples très concrets de ce que nous vivons aujourd'hui du fait de la situation du marché. Premier exemple, si vous voulez bien passer, voilà. J'ai pris une journée que je considère comme une journée normale, entre guillemets, parce que nous l'avons vécu beaucoup ces derniers temps. Vous avez une situation de production en France. C'était donc le 7 octobre vers 11h, hein, peu importe. La consommation à l'instant T était de 54 800 mégawatts. Et en face de ça, nous avions une production non fossile, c'est-à-dire nucléaire, hydraulique, solaire, éolien, biomasse, de 55 375, donc qui couvrait 101% de la consommation, donc non fossile. En complément de ça, et c'est bien naturel, il y avait des besoins dans les pays voisins, donc EDF principalement a produit davantage sur base de fossiles pour couvrir les exportations. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, vu de la fenêtre des consommateurs, nous avions une production qui aurait dû être, enfin une consommation qui était totalement couverte principalement par du nucléaire et de l'hydraulique, et pour autant, nous avons payé ce jour-là un prix spot absolument dantesque de 298 € du mégawattheure, donc si on rapproche ça des coûts du nucléaire, c'est assez spectaculaire. J'ai pris cette journée, mais j'avais fait les essais des jours avant, et c'était à peu près toujours la même configuration. C'est-à-dire que moi, je suis absolument ravi, et je pense que c'est important pour l'industrie française électrique que l'on exporte, mais voilà, les conséquences pour les consommateurs sont absolument terribles. Alors, bien sûr, nous, consommateurs, nous n'achetons pas directement sur le marché spot, mais on sait bien que le marché à terme n'est que l'anticipation du marché spot. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Et pendant ce temps-là, bien sûr, en Pologne, dont chacun sait que le mix est principalement charbon et gaz à 90%, vous pouvez constater que cette même journée, le prix du spot était inférieur de moitié. Pourquoi ? Parce qu'il y a des contrats long terme sur le gaz et sur le charbon. Enfin, le charbon est produit localement, mais il y a des contrats long terme sur le gaz. Et donc, voilà, on voit que la vertu en termes environnementaux est payée comme il se doit. Voilà, je pense que l'exemple est assez éloquent. Alors, deuxième exemple, très concret également, un membre de mon association dans l'agroalimentaire doit, cette année, ou au plus tard en 2022, réinvestir dans son unité de séchage. Donc soit il réinvestit, ça dure 30 ans ces équipements-là. Donc soit il réinvestit pour 30 ans dans une unité au gaz, soit il bascule à l'électricité. Qu'est-ce qu'il a fait ? J'en ai discuté avec lui. Il a regardé quel était le marché en 2024-2025. C'est l'horizon de moyen terme qu'il peut avoir et c'est de ça qu'il va se servir pour faire son comparatif. À cette échéance-là, le prix du gaz est entre 20 et 25 €, c'est-à-dire raisonnable, on va dire. Là où le prix de l'électricité, nous on applique une méthode assez basique en ce moment, hein, c'est pas toujours vrai, mais le prix d'électricité pour nous, c'est à peu près 2 fois le prix du gaz plus 0,4 fois le prix du CO2. On n'est pas très loin de la réalité compte tenu de l'aspect marginal du gaz et du CO2. Donc on anticipe qu'en 2024, le prix de l'électricité sera probablement autour de 70 €. Ça, c'est dans l'hypothèse où le prix du carbone ne monte pas. Or, évidemment, le prix du carbone ne va que monter puisque on connaît tous, je ne vais pas les rappeler ici, les objectifs. Donc nous, on se base plutôt sur un prix de 100 € la tonne aux alentours de 2025, peut-être plus, ce qui nous fait un prix d'électricité à 100 €. Donc vous avez d'un côté du gaz à 25-30, de l'eau d'électricité à 100. Que croyez-vous que la société agroalimentaire fasse ? Bien entendu, elle va réinvestir. Elle ne l'a pas encore fait, hein, le mal n'est pas fait, mais ça ne va pas tarder. Elle va réinvestir pour 30 ans dans une unité fonctionnant au gaz,
alors même que la priorité, on le sait tous, c'est une transition, une électrification la plus rapide possible pour des raisons climatiques. Donc clairement, on voit que le mécanisme de marché, non seulement est profondément injuste pour les consommateurs, c'était ma première slide, mais également totalement incompatible avec l'urgence climatique, c'est ma deuxième slide. On peut passer à la suite. Alors face à ça, peut-être avant de rentrer dans les solutions, on nous a répété que l'ouverture du marché, en tout cas moi quand j'allais voir la Commission européenne, c'est ce qui m'expliquait, c'était pour le bien des consommateurs, pas seulement, mais notamment. Donc le bien des consommateurs, ça se traduit comment? Ça se traduit par de l'innovation. Alors, certes, dans les télécoms, il y avait eu de l'innovation, mais dans la fourniture d'énergie, enfin, on le vit tous, à part le fait de pouvoir cliquer entre le fournisseur A, B ou C qui nous font grossièrement le même prix, l'innovation s'arrête à peu près là. Il y en a qui nous facturent plus dans les temps que d'autres, je le concède, donc c'est une innovation quand même majeure. Voilà. Deuxième point, c'est la concurrence dans le marché de détail qui doit aboutir à une baisse de prix. Donc moi, ça fait 20 ans que j'achète de l'énergie. Quand nous lançons des appels d'offres pour des gros industriels, l'écart de prix entre le premier et le dernier est en général de moins de 1%, 2% quand on a beaucoup de chance. Donc ce qui est normal, puisque tout le monde s'alimente sur le même marché de gros au même moment. Donc il n'y a pas de surprise à ça, c'est absolument normal. Ce n'est pas une anomalie, c'est une conséquence du fonctionnement du marché. Troisième chose, les prix, donc les prix devaient baisser. Nous, qu'est-ce qu'on constate? On constate surtout que les prix font du yo-yo, ce qui est tout à fait normal entre des périodes très basses et des périodes très hautes. Et on est exactement le pendant des producteurs, là où EDF, évidemment, se désole quand les prix sont bas parce qu'il n'arrive plus à réinvestir. Nous, on se désole quand les prix sont hauts. Et surtout, ce qui est commun entre EDF et nous, consommateurs, c'est l'absence totale de visibilité. Parce que nous, on nous demande, et on a l'intention de le faire, de réinvestir, de réélectrifier, de réindustrialiser le pays. L'Uniden, qui est une autre association de consommateurs, nos homologues, ont fait une étude d'une consommation électrique de 115 TWh aujourd'hui pour l'industrie française. Je parle bien que de l'industrie. On s'attend à atteindre, dans notre hypothèse moyenne, 385 TWh en 2050, toujours dans l'industrie. Donc vous voyez qu'on va avoir besoin de beaucoup d'électricité. On pense que les hypothèses de RTE sont trop conservatrices de ce point de vue-là. Pour ça, on a besoin impérativement de pouvoir avoir de la visibilité, de la stabilité sur les prix. Et puis enfin, comme vous l'avez vu, la transition énergétique, elle n'attend pas. Donc attendre 5 ans, attendre 10 ans, attendre 15 ans avant de régler les problèmes et nous donner enfin une visibilité sur les prix, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire d'un point de vue climatique. Alors quelles sont les solutions? Je suis un petit peu long. Il y a des solutions, on va dire, idéales de long terme, consistant à repenser complètement ce marché de l'électricité assis uniquement sur le coût marginal. Ça, évidemment, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne rêve que de ça, mais j'ai également conscience que ça va prendre du temps parce qu'il faut que tous les pays soient d'accord et tous les pays ne sont pas d'accord. Il y a une solution de plus court terme qui est celle qui a été, que le gouvernement français a commencé à étudier début 2020, qui est un service d'intérêt économique général qui pourrait apporter à EDF une garantie de revenus sur le long terme. Alors, le principe, c'est que quand on parle d'un SIEG, il faut que ça rende un service. Donc le service, il est évident, c'est permettre la transition énergétique, permettre l'atteinte des objectifs climatiques, ça c'est le premier objectif. Et puis deuxième, qui n'est pas non plus accessoire pour nous, c'est assurer une certaine protection des consommateurs face à une dérive des prix. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail du mécanisme tel que le gouvernement l'a envisagé, mais dans les grandes lignes, il y a un prix de référence qui est le coût du nucléaire. Alors, est-ce qu'on l'étend à l'hydraulique? C'est un autre sujet. Quand les prix de marché sont supérieurs à ce coût de référence, EDF rétrocède par un mécanisme à définir aux consommateurs l'excédent. Et à contrario, et c'est très important pour EDF, quand les prix sont trop bas, c'est évidemment les consommateurs qui rétrocèdent un complément à EDF. Donc ça veut dire garantie de revenus pour EDF sur le long terme, c'est absolument essentiel pour investir.
garantie également pour les consommateurs d'un prix stable, c'est essentiel pour investir. La part non nucléaire restant bien entendu soumise au mécanisme de marché. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Évidemment, tout ça fait l'objet d'une méthodologie totalement transparente. Alors, côté consommateur, nous, ça nous apporte la visibilité dont on a besoin pour opérer la transition énergétique et la réindustrialisation. On peut passer à la suivante, je vais accélérer un tout petit peu. On peut même passer encore à la suivante. Voilà. Alors, un service d'intérêt économique général, pour qu'il soit compatible avec le droit européen, moi je ne suis pas juriste, mais j'ai quand même un petit peu regardé le sujet. Il y a d'ailleurs une excellente analyse qui a été menée par la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale, qui est parue en juin 2021, donc je vous y renvoie, c'est un rapport d'une 40aine de pages qui est très pédagogique. Voilà. Donc le mécanisme doit être un service d'intérêt économique général, il doit être compatible avec le droit des aides d'État et puis avec la directive de 2019. Donc je vais balayer ça très rapidement. C'est un peu technique, donc je ne vais pas être trop long, mais pour être un SIEG, ça doit être une activité économique. Donc je pense que la vente d'électricité rentre bien dans ce critère. Ça doit être caractère d'intérêt général, donc universel. Tous les consommateurs doivent être concernés, que ce soit les particuliers, que ce soit les entreprises. Ça doit être un caractère obligatoire, ce qui est le cas, puisque l'électricité est un bien de première nécessité qui n'est pas substituable. Voilà, ça doit faire l'objet d'un acte exprès de puissance publique. Et puis, il doit y avoir une compensation pour EDF, pour l'opérateur de service public. Cette compensation devant être clairement définie, devant être calculée. Donc, c'est la Commission de régulation de l'énergie qui serait chargée de ça, qui a d'ailleurs déjà fait le calcul de quel devrait être le prix. Voilà, alors j'ai en tête le chiffre de 49 € du mégawattheure, bien entendu, devant être révisé dans le temps. Voilà, on peut passer à la suite rapidement. Le mécanisme ne doit pas être qualifié d'aide d'État. Pour être une aide d'État, il faut qu'il y ait 4 critères cumulatifs qui soient remplis. Nous, on considère qu'il y a au moins un des critères, je n'ai pas étudié les 3 autres dans le détail, mais il y a au moins un des critères qui n'est pas rempli, puisqu'il n'y a pas de sélectivité, au sens où ce sont bien tous les consommateurs sans discrimination aucune, sur le territoire français, bien entendu, puisque c'est de ça qu'on parle, qui seraient concernés. Il n'y a pas de discrimination au niveau des fournisseurs, puisque tout fournisseur opérant dans l'Union européenne, dès lors qu'il dessert des clients français, serait concerné. Donc, à nos yeux, ça n'est pas une aide d'État. Et enfin, dernière slide. Non, on peut passer à la suivante directement. Voilà, il doit être compatible avec la directive 2019. Et il y a une jurisprudence là-dessus, et puis quand on regarde, on est à peu près dans les clous. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc pour résumer, on a un problème critique, urgent, d'un point de vue des consommateurs. On a une solution de long terme, mais qui va prendre trop de temps, qui est de réformer le marché. On a une solution de court terme, qui est la mise en place d'un SIEG, qui pourra répondre à la fois aux besoins de financement d'EDF et aux besoins de visibilité des consommateurs. La Commission européenne est très procédurière sur le sujet. On aimerait qu'elle puisse prendre un peu de recul et se rendre compte que les enjeux ne sont plus compatibles avec ce caractère trop procédurier. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je suis navré de faire référence au temps, mais je voudrais rester dans les limites. Je pense que nous avons eu 2 présentations extrêmement intéressantes qui, d'une part, font un diagnostic et déjà peut-être des éléments de solution. Je ne m'attendais même pas qu'on aille déjà aussi loin. Sur le diagnostic, qui était assez clair et assez parlant, je suis tenté de prendre une référence presque religieuse. Après la réforme, il faut une contre-réforme. Et c'est un peu ce que je retiens de ce que vous avez dit, Michel, puisqu'il faut remettre beaucoup de choses à zéro et revoir. Donc, et ce qui me paraît important, c'est que ce que vous avez dit, même si aujourd'hui nous sommes focalisés sur l'énergie nucléaire, vous avez bien montré que ce n'est pas uniquement le seul driver, le seul moteur d'une réforme. Les problèmes sont beaucoup plus larges. Et bien souvent, on nous impute à la communauté nucléaire d'être ceux qui veulent changer tout, mais non, il n'y a pas que nous qui sommes concernés. C'est à la fois des mécanismes et des interventions gouvernementales. C'est un peu ce que je retiens de ce que vous avez dit. Et puis dans la deuxième partie, je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir le témoignage avec oserais-je dire, des euros et des centimes et des kilowattheures, de voir comment pratiquement tout ça se traduit.
il me semble qu'il y a évidemment, si l'on veut entrer à la fois dans les réformes et dans l'exemple que vous avez donné, une question à 1 euro, si j'ose dire, c'est comment on fait. Et en particulier, nous sommes dans une Europe communautaire à 26. Même avec des bons arguments, il faut convaincre une majorité d'États membres. Et, oserais-je dire, avec un peu d'acrimonie, il faut aussi convaincre la Commission. Donc, en un mot, comment est-ce qu'on peut mettre ce mécanisme en marche? Je reviens à la proposition qui était faite des services d'intérêt économique général. Vous savez qu'en droit, je lance une idée, hein, en droit, il y a ce mécanisme de question préjudicielle où on peut demander à l'avance à une cour dans quel sens elle pourrait apprécier un sujet. Est-ce qu'il y a moyen, je n'en sais rien du tout, est-ce qu'il y a moyen vis-à-vis des autorités européennes de faire quelque chose d'équivalent? Je veux dire, ne pas attendre qu'il y ait une procédure en route pour avoir un avis. Enfin, c'est une question que je pose, mais j'aimerais avoir votre réaction sur qui fait quoi. Est-ce que 26 États membres font ça individuellement? Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on met en marche une machine communautaire? Avez-vous des idées? C'est juste en 2 mots, c'est une complexité puisque en Europe, chaque État a un mix électrique différent dont découlent évidemment des mécanismes de marché qui devraient être différents mais qui finalement sont les mêmes. Et vous voyez, nous en France, on va de plus en plus exporter de l'électricité vers la Belgique qui sort du nucléaire, vers l'Allemagne qui sort du nucléaire. Donc bien évidemment, l'intérêt de ces États n'est pas le même que le nôtre d'un point de vue de leur choix de mix électrique. C'est toute la complexité. C'est que on a difficilement la possibilité, facilement, de mettre en œuvre un SIEG au niveau européen, puisque c'est bien parce que la France a fait le choix d'une industrie nucléaire, d'un mix électrique très nucléaire, que le SIEG est adapté au cas français. On pourrait imaginer la même chose en Autriche avec l'hydraulique ou en Suède avec le nucléaire et l'hydraulique, mais donc ça n'est pas que français, mais ça n'est pas pour tous les pays européens, en tout cas pas à court terme. Est-ce que c'est caricatural de dire que les traités, et singulièrement celui de Lisbonne, donnent aux États membres le choix de leurs énergies primaires, mais d'une certaine manière, ils ne sont pas autorisés ou capables d'en assumer toutes les conséquences? Est-ce que c'est un peu caricatural de dire ça? C'est le même sentiment que j'ai. Oui. Michel, vous n'êtes pas dans l'Union européenne, enfin vous n'êtes pas fonctionnaire de l'Union européenne, donc vous avez toute liberté de nous dire tout le bien que vous en pensez. Mais beaucoup de nos États membres, et je m'exprime en français, l'essentiel de nos États membres sont membres de l'Union européenne, avec une diversité de vues que bien sûr nous respectons. Je vais faire 2 éléments de réponse. Premièrement, si on prend encore un petit peu de recul, ce problème est bien sûr, ce sujet est bien sûr un sujet européen, mais également pour tous les pays qui vont vers la décarbonation et qui auront besoin d'intégrer une part croissante de renouvelables et de nucléaire. Et donc, bien sûr, la question, c'est aussi comment, au niveau international, le débat peut avancer et après, dans quelle mesure l'Union européenne peut décider de s'en emparer. Il peut aussi voir une opportunité d'avoir du leadership. Il y a une volonté de l'Union européenne d'avoir du leadership au niveau climatique. Je pense une prise de connaissance que ce leadership, à long terme, ne sera efficace que si on a des règles de marché efficaces, et bien sûr un marqueur important. Et aussi la prise de conscience, comme j'ai essayé de l'évoquer, que ce n'est pas uniquement un problème pour certaines technologies bas carbone, mais que ce sera un problème systémique pour l'ensemble des technologies bas carbone qui seront tous des technologies extrêmement capitalistiques. Voilà ce que je peux vous dire un peu comme piste de réponse à ce stade. Merci. Donc, nous n'allons pas échapper nous n'allons pas échapper. Nous pensons collectivement qu'il faut entreprendre une contre-réforme. J'ai des souvenirs historiques qui ne sont pas toujours très agréables quand il s'agit de réforme et de contre-réforme. J'espère que ça pourrait se faire dans des meilleures conditions. Je ne sais pas, est-ce que la règle est d'offrir au public l'occasion de poser des questions? Il y a un micro ou comment est-ce que ça fonctionne? Ah oui. Bien alors, qui souhaite... Nous avons quelques minutes et j'aimerais vraiment pouvoir offrir à quelqu'un l'occasion de poursuivre. Oui. Alors, moi, j'ai envie d'intervenir parce qu'effectivement, 2 interventions formidables. Et j'aimerais bien que l'AEN, d'ailleurs, prenne en compte la proposition de Franck dans les réformes possibles du marché, de permettre aux États d'offrir à leurs entreprises qui rendent des missions de service public
à des conditions très strictes, on l'a vu, le statut de siège, qui leur permettrait de sortir des règles de la concurrence. Alors je m'explique. Il a cité d'ailleurs, ce ne serait pas que pour le nucléaire en France, ce ne serait pas que pour l'hydraulique en Autriche, mais ça pourrait, évidemment. Et on n'est pas obligé de le faire à 26, Jean-Paul. Chaque État, c'est dans le traité de Lisbonne, j'insiste, ça date d'ailleurs du rapport de Philippe Herzog en 2004, vous imaginez, où on a fait reconnaître le statut de siège dans le traité de Lisbonne que Monti a fait ratifier en 2007 par la Commission et le Conseil. Donc c'est très important. Ça n'a jamais été utilisé, paradoxalement. Parce que, comme dirait Jean-Paul, on était tous en train de faire amende honorable d'avoir signé. D'ailleurs, on nous le reprochait à chaque fois. Quand on critique le marché, on dit oui, mais enfin, vous l'avez voté, vous l'avez ratifié. Oui, mais pour certaines infrastructures publiques de long terme, nucléaires ou d'autres d'ailleurs, c'est bon pour le transport, ce qu'on est en train de dire, évidemment, le marché est complètement inadapté. Et comme il faudra le réformer, bien sûr, mais on veut un marché, on veut les deux. On veut un marché et on veut des services d'intérêt économique général qui sortent des règles de la concurrence. Alors, je dirais que le traité de Lisbonne, il offre aux États membres le choix du mix, mais il le bloque avec les règles de marché. Donc, il faut qu'il aille jusqu'au bout et que les États puissent retrouver la maîtrise publique de leur choix en décidant ou en proposant, avec évidemment des conditions strictes, on est bien d'accord, il faut définir les missions, il faut, bon, tout ce que tu as dit, il faut que donner le statut de siège, comme on disait à l'époque, hein, Gérard, tu te rappelles, tu étais dans la bataille, hein, la défense ici, Gérard Fouillou, donc de donner aux entreprises qui assument ces services publics, on dit ça en France, hein, mais ces services d'intérêt général, le statut de siège. Alors, on pourrait imaginer que plusieurs États prennent cette proposition à bras-le-corps et en fassent évidemment une bataille européenne. Ça donnerait du souffle et ça permettrait, mais on le verra cet après-midi, des coopérations renforcées entre eux qui nous permettraient d'aller, pourquoi pas, vers une filière industrielle nucléaire européenne. Merci Claude. Je suis vraiment frappé. Un certain nombre d'arguments que l'on entend ce matin étaient déjà présents dans les discussions parlementaires il y a 25 ans. Quand il y a eu les discussions au sein de l'Union, on ne peut pas dire que toutes ces questions n'ont pas été posées. Donc, je n'en tire aucun argument, mais je dis que ça n'est... Je ne dis pas que c'est mal de le faire aujourd'hui, je dis que ces questions étaient déjà pertinentes. Je pense qu'on reste devant ce dilemme d'avoir une politique commune et 26 États qui décident un peu chacun ce qu'il veut. Il faudra trancher. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez réagir à ce que Claude vient de dire. Peut-être que vous me permettrez, vous, l'un et l'autre, de dire quelque chose, puisque je ne suis pas français. Je pense qu'il faut absolument éviter que toute cette discussion prenne une tournure franco-française. Je veux dire par là, et je le dis avec beaucoup de sympathie, il ne faut pas que ça apparaisse comme une initiative hexagonale dans une union à 26, au seul bénéfice de la France. Donc je pense, Claude, que des partenariats sur ces sujets sont fondamentalement importants si on veut se donner un minimum de chances de succès. Avez-vous un petit commentaire, l'un et l'autre? Je rebondis sur ce que tu as dit en disant que je suis fonctionnaire européen et donc je ne représente rien la position française ici. Et je pense que je vais juste mettre l'accent sur ce qui a été dit par mon collègue. Ce qui est évidemment essentiel, c'est qu'on est aussi à un moment où beaucoup d'industriels ont besoin de passer au vecteur électrique pour décarboner. Donc il y a vraiment ce point qui est central dans le débat et qui, je pense, peut être un accélérateur des réflexions. Cet agenda de décarbonation où, de plus en plus, on voit qu'il faudra aller vers la décarbonation de secteurs qui ne sont pas faciles à décarboner, en particulier l'industrie. Et je pense que c'est aussi une façon de recentrer le débat et bien sûr de le recentrer au niveau européen dans son ensemble. Je voulais faire également un commentaire rapide. La Commission européenne a souvent tendance, et c'est le rôle de la DG Concurrence, à à comparer les consommateurs français, allemands, etc., en disant que l'avantage des uns constitue une distorsion de concurrence par rapport aux autres. Sauf que la plupart d'entre nous, grands industriels, sommes en réalité en concurrence avec le reste du monde, avec les Russes, les Chinois, les Brésiliens, les Américains, les Canadiens. Or, dans chacun des pays que je viens de citer, à quelques rares exceptions près, ce n'est pas du tout la règle européenne du marché qui prévaut, c'est quelque chose qui est principalement un tarif régulé.
vouloir laver plus blanc que blanc dans notre mécanisme de marché, nous retrouvons à être totalement non compétitifs face à des concurrents extra-européens qui, eux, bénéficient d'un prix qui est en général beaucoup plus attractif parce que régulé sur des actifs de long terme. Que je pense à l'hydraulique du Québec, etc. Merci beaucoup. Nous sommes contraints par le temps, mais exactement dans le temps prévu, donc je ne vais certainement pas conclure, mais remercier nos deux orateurs de ce matin. Le but était to set the scene, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de nous expliquer dans quel contexte, dans quel cadre cela se passait. Je pense que les deux exemples ont été extrêmement édifiants, les structures du marché d'un côté, le témoignage de l'autre. Je dois dire que quand on regarde ça un peu avec du recul, c'est quand même stupéfiant d'avoir fait une réforme d'une telle ampleur depuis 25 ans et d'être aussi critique à son égard. Si vous regardez dans le domaine des télécoms ou des chemins de fer ou des services financiers et d'autres grands secteurs qui ont été réformés, on n'entend pas des critiques de la même nature, ce qui, de mon point de vue, confirme que probablement l'électricité n'était pas vraiment taillée pour ce genre de réforme. Mais qui suis-je pour tirer des conclusions aussi fondamentales? Mais j'en suis quand même convaincu. Oui. Le deuxième sujet, j'ai évoqué tout à l'heure les aides d'État et le rôle de la Commission et de la direction de la concurrence. Je vous préviens, je vais dire du bien de la Commission, donc ça arrive parfois, je le dis avant de le dire. Si vous regardez, j'en ai été témoin, ce qui s'est passé au moment de l'investissement des Britanniques à Hinkley Point et des Hongrois en matière nucléaire, dans les deux cas, si vous prenez la peine de lire les attendus de la décision de la Commission, qui est une pièce de lecture extraordinaire, ça vous rappelle tous les attendus de le traité Euratom, dont le but est de favoriser les... Bref, quand on regarde tout cela, je vais dire, je ne sais pas s'ils sont là, il n'y a pas de quoi désespérer de la Commission, en tout cas cette partie de la Commission. Je trouve que cette partie de la Commission a bien joué son rôle, et si vous lisez ça, je pense que vous trouveriez dès maintenant des arguments en faveur de la thèse que vous avez développée. Donc comment la faire mûrir? Ça, c'est peut-être déjà les sujets des autres débats de ce matin. Encore merci à vous.